Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du secteur intelligence artificielle, donc accrochez-vous. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des actions ETF ou même des secteurs à analyser, sans oublier le pouce bleu et de s'abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous en remercie. Comme toujours, petit disclaimer, tout ce qui est présenté ici est à titre de divertissement, cela ne constitue en aucun cas des conseils en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital, les performances passées ne garantissent en rien des résultats futurs. Vous êtes prévenus, soyez responsable de vos actes et informez-vous avant d'investir. Alors, nous allons commencer par le moteur de croissance en 2025. Donc le marché mondial de l'IA devrait atteindre autour des 240-250 milliards de dollars en 2025. On a une croissance annuelle par rapport à l'année dernière qui est autour de 31%, ce qui est assez exceptionnel. On est vraiment dans des périodes de croissance incroyables. Et si on prend l'IA générative, ça représente 20% du marché total de l'IA. Bien sûr, c'est normal, c'est la base même de l'IA utilisée actuellement. Et donc, quels sont les principaux secteurs impactés? Eh bien, on a les secteurs de la tech, de la finance et de la santé, bien sûr, qui vont être les plus impactés. Alors, si on regarde un petit peu les critères de sélection des actions, si on était sur des actions IA. Alors, bien sûr, on va identifier les leaders du marché, pour commencer, et puis on va regarder aussi les 7 magnifiques, qui sont les 7 plus grosses capitalisations américaines, un petit peu leur exposition à l'IA avec une notation un petit peu particulière sur 4 points. Donc si on regarde déjà l'exposition à l'IA, on voit qu'il y a un pourcentage des revenus liés à l'IA qui impacte fortement sur la croissance future annoncée d'énormément de grosses sociétés. On voit qu'on a aussi un sujet au niveau de la position dans la valeur, dans la chaîne de valeur. Bien sûr, c'est toujours pareil, producteur contre fournisseur contre utilisateur en aval. En fait, l'utilisateur final, c'est la cible, mais la réalité, qui fait de l'argent là-dedans, c'est plutôt le fournisseur de services. Et le producteur, c'est plutôt celui-là qui va créer les IA et les modèles à la racine. Rappelez-vous du système de positionnement dans la chaîne de valeur. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des agriculteurs qui, sur la valeur finale, en fait, c'est 5%. C'est eux qui produisent tout, mais au final, ils touchent à peu près 5% de la valeur finale, et c'est le fournisseur à la fin, donc le commerçant, qui lui va se faire beaucoup plus de marge, puisque la marge moyenne d'un commerçant, si on prend entre la centrale d'achat et la partie vente, on est autour des 40-50% de rendement. Donc là, c'est clairement là où c'est le plus intéressant. Et l'utilisateur final, il est l'utilisateur, donc est-ce que lui va arriver à en créer vraiment une valeur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre avec l'IA, et on commence à le voir, c'est que ça va devenir quelque chose d'incontournable dans l'utilisation de tous les jours. Alors bien sûr, l'agriculteur va avoir moins de besoin de l'IA que quelqu'un qui va travailler dans le tertiaire, mais ça va avoir un impact significatif. On a encore aussi comme point important la santé financière, donc la croissance du chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires et stabilité. Et là, on va parler d'une valeur, ou même deux valeurs qui pour moi sont à risque dans les années à venir, et l'innovation et la recherche et le développement. Donc là, l'investissement en recherche et développement est gros. Alors si on prend ces 4 critères et qu'on note un petit peu les choses, on a ce classement-là, donc on a 3 qui sont à peu près égales, même si je mettrais Nvidia plutôt en avant. Donc on a Apple, qui est très très loin derrière avec Tesla, même si Tesla, on en reparlera après, il y a peut-être une opportunité tout de même. Ensuite, on a la partie Amazon et Meta, où pour l'instant c'est plutôt du service. Meta, on voit même pas trop où est-ce qu'ils vont exploiter les données, si ce n'est peut-être sur leurs lunettes connectées, où il y a peut-être un sujet, et peut-être même avec leur casque de VR également. Et ensuite, celui-là qui clairement est supérieur à tout le monde en ce moment, c'est Nvidia. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils créent tout l'écosystème. Ils créent la partie matérielle qui va être utilisée partout. Si on prend une N100, donc c'est les grosses cartes qui sont utilisées pour faire les calculs, ça vaut entre 30 et 45 000 euros, plutôt 30 et 45 000 dollars, autant pour moi, parce qu'en ce moment ça a un impact significatif sur le montant, mais
Et donc forcément, ils font beaucoup d'argent pour du matériel, et ils ont une croissance incroyable. Si on prend Microsoft qui est en train de profiter de ça pour l'ajouter sur l'ensemble de ses services pour faciliter la vie des utilisateurs, donc là lui ils vendent la licence aussi. Et puis le dernier, Google qui essaye de faire pareil, mais franchement Google, pour moi, il y a une grosse remise en cause de son système de fonctionnement et de sa monétisation. Donc à mon avis, Google a des gros soucis à se faire dans les années à venir, à moins qu'il arrive à développer correctement les secteurs annexes. Je pense à tout ce qu'il est en train de monter autour de la santé et autres. Là, il y a peut-être d'autres opportunités. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le moteur de recherche Google actuellement et les services associés, dans les années à venir, risquent de disparaître. Ou en tout cas, risquent d'être moins impactants qu'actuellement, qu'à voir pour cette partie-là. Donc, si on regarde le top 10 des actions, donc première partie, au niveau des leaders, bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, le premier, ça va être clairement Nvidia, avant tout le monde. On va avoir après, alors c'est un petit peu discutable, mais j'aurais mis Palantir en deuxième, même si là, on a intégré un certain nombre d'éléments de classification. Pourquoi Palantir après Nvidia? Parce que c'est les deux qui ont eu la plus grosse croissance l'année dernière. Alors, Palantir s'oriente plutôt vers du militaire, donc il profite aussi de ce qui se passe au niveau géopolitique actuel, mais on est quand même sur une croissance de près de 30%, et puis Nvidia de plus de 100%, ce qui est assez énorme. Voilà. Ensuite, sur les grosses sociétés, pas trop de sujets autour de ça. On a Microsoft et Google, bien sûr, qui se tirent à peu près à la bourre. Ils sont tous les deux quasiment ex-aequo, même si Microsoft est en train de surperformer sur beaucoup de choses, et donc je pense que Microsoft va exploser dans les années à venir. Ils sont sur une marge en train de bloquer tout le monde dans leur technologie. Donc bien sûr, ils ont un risque antitrust. Et c'est Google en ce moment qu'on a un avec l'histoire avec Chrome aux États-Unis. Mais globalement, Microsoft a une opportunité quand même assez intéressante là-dessus. Ensuite, Broadcom. Alors les gens connaissent peut-être un petit peu moins Broadcom, mais c'est du semi-conducteur, ils font de l'infrastructure, ils font de la virtualisation maintenant. Ils ont racheté VMware, qui a vraiment des opportunités assez sympas aussi côté Broadcom, qui est une très belle société et qui fait un très beau chiffre d'affaires. Là, vous voyez, rien que sur les chiffres d'affaires, si on prend ces 5 sociétés, on est sur des chiffres d'affaires en augmentation qui sont entre 15 et une exception avec Nvidia qui est à 120, mais entre 15 et 30%. Donc déjà, il y a une opportunité assez sympa sur ces belles valeurs. Si on prend maintenant la deuxième partie, donc on va avoir du CrowdStrike. Alors je ne sais pas si vous connaissez CrowdStrike, c'est un EDR à la base, EDR, XDR. Bon, globalement, c'est un antivirus, un petit peu plus avancé avec de l'IA et plein d'autres fonctionnalités, qui est un des plus répandus au monde. D'ailleurs, ils ont eu un incident il y a quelques mois qui a bloqué même des aéroports. Donc on voit que ça reste une technologie qui est très déployée. Donc là, c'est orienté cybersécurité. Il faut en avoir aussi un petit peu. Arista Network Net, alors là, c'est plutôt des solutions orientées réseau cloud avec des centres de données IA, avec de la performance très orientée ce qu'on appelle BI. Donc c'est tout ce qui va être création d'indicateurs. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, et surtout en sous-main, les gens ne voient pas que c'est cette technologie-là, qui est un concurrent direct de plateformes comme AWS, Google ou même Microsoft. On a Amazon, bien sûr. Alors Amazon, j'avoue que je vois pas trop l'intégration IA, sauf pour du service de base, puisque la réalité, c'est peut-être au niveau publicitaire et peut-être sur la sélection de produits, mais eux, ils travaillent beaucoup sur le back-end, donc c'est-à-dire tout ce qui va être en entrepôt et autres, sur la partie IA, mais bon, c'est pas la grosse valeur ajoutée d'Amazon en IA, pour moi, c'est la même que n'importe quelle société qui incorpore l'IA dans son fonctionnement. Donc c'est pas non plus une plus-value incroyable. Et enfin, Meta. Donc là, pareil, Meta, réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a la partie métaverse qui sont en train de monter avec leur casque Oculus notamment, qui est un très bon casque d'ailleurs. Mais pareil, je ne vois pas encore trop la plus-value de l'IA pour eux. Peut-être avec les Ray-Ban, donc les fameuses lunettes connectées, où ils prévoient de faire des choses. J'avoue que le modèle Meta, il est un peu comme Google. S'ils n'arrivent pas à se diversifier sur quelque chose qui rapporte beaucoup à côté grâce à l'IA, ils vont être en perte de vitesse. Et pour moi, Meta et Google sont les deux entreprises qui ont le plus gros risque avec l'IA, s'ils ne se bougent pas les fesses et s'ils ne font pas des choses assez vite. Ensuite, on a Afneol. Alors, c'est une belle société qui est plutôt orientée robotique, puisqu'on va aussi parler de robotique. Et ça me
permet de travailler sur ma transition justement du secteur de la robotique et de l'IA. Alors, pourquoi je vous parle de robotique avec l'IA? En fait, il faut bien voir un truc, c'est que la robotique, pour fonctionner, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est justement ça, ce sujet dont on parle, c'est l'intelligence. En fait, jusqu'à maintenant, il faut savoir que la majorité des robots que vous trouviez dans le système, c'était des robots sur des systèmes plutôt environnement Linux, avec du réactif à capteur et des scénarios préenregistrés où le robot va faire une action de tel type parce que il a appris, il a ça dans son catalogue d'actions et il va faire cette action. Et voir des fois des choses totalement commandées, je pense par exemple à des robots danseurs qui sont juste des schématiques simples qu'on a donné au robot, de bouger son pied de 2 degrés, etc., etc. Ça, c'est pas vraiment de l'intelligence, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, et depuis à peu près, allez, on va dire 2021 pour être gentil, on a une évolution, on commence à intégrer des modèles IA, alors plutôt faibles, hein, c'est des petits modèles, parce que les robots sont pas toujours des bêtes de course en termes de puissance, sur la robotique. Donc il nous manquait ce facteur-là, donc là il vient d'arriver, donc il va y avoir énormément de développement sur le secteur de la robotique et des opportunités incroyables pour la robotique. Donc, pour moi, on est dans le secteur IA, et le secteur IA, c'est comme la montée d'Internet, en fait, dans les années 2000. Il y a eu une bulle d'ailleurs, mais la montée d'Internet, ça a permis le développement du commerce en ligne, en fait. Mais c'est pas Internet en lui-même qui a vraiment gagné beaucoup d'argent. Les fournisseurs d'accès à Internet, vous êtes en France, ça commence à 30 balles, et vous allez aux États-Unis, en Suisse, en Belgique ou autre, c'est autour de 100-200 euros par mois, mais c'est pas ce qui va enrichir le fournisseur d'accès Internet. Par contre, euh, vous voyez des sociétés comme Amazon qui ont explosé, qui sont dans le top 7 États-Unis, qui font énormément d'argent. Pourquoi? Grâce à la source Internet. Et ben on va avoir exactement la même chose avec la robotique et l'IA. Je pense que l'IA, c'est une des sous-couches dont a besoin la robotique, et donc avec ça, on va avoir un boom incroyable. Le deuxième élément, il est matériel en fait cette fois, il est sur la partie conception, articulation et autres. Il faut savoir à l'heure actuelle que les 3/4 des robots ont une grosse problématique, c'est la capacité de mouvement en fait. Donc vous avez sûrement vu cette fameuse vidéo de Boston Dynamics avec leur nouveau modèle qui est par terre tout à plat et puis qui se lève de façon désordonnée, un peu comme un zombie, et puis qui va en avant et puis il décide de reculer, la tête qui fait 180 degrés et les bras aussi, et puis il retourne dans l'autre sens. Bah, ça, typiquement, tous ces éléments-là, c'est la partie la plus difficile à travailler. Ça va être avec l'équilibre, avec tout le reste autour de ça. Et justement, sur ce sujet-là, sur la partie enrôlement à la fois IA et autres, il y a eu des superbes annonces de Nvidia il y a quelques mois sur la capacité de faire déjà apprendre la partie modèle et le robot, donc plutôt son IA, directement dans un monde virtuel qui a les mêmes propriétés que le monde physique. Et donc grâce à ça, on va permettre des choses assez incroyables dans les années à venir. Donc le sujet mobilité et activité est un vrai sujet, puisque vous allez aussi avoir la vitesse au niveau du robot pour avancement et plein d'autres trucs comme ça. Donc oui, il y a un vrai sujet autour de ça. Et le troisième, vous l'avez peut-être déjà identifié, eh bien c'est un sujet qui est tout bête, c'est l'énergie. En fait, ces trucs-là, ça consomme énormément, donc il va falloir beaucoup d'énergie. Sauf que le problème actuellement, c'est qu'on ne sait pas le stocker de façon efficace. Donc si vous avez un robot qu'il faut le charger toutes les demi-heures, l'intérêt il est nul. Donc là, ce qui manque actuellement au robot, c'est la capacité d'avoir quelque chose qui va être capable de tourner, par exemple, une semaine sans le charger. Donc la cible initiale, pour l'instant, c'est d'arriver à quelque chose autour de 12 heures par jour, mais demain, ça va être clairement sur quelque chose avec une autonomie de quasiment une semaine. Je pense notamment au milieu militaire, hein, où une semaine, c'est vraiment le strict minimum pour eux, en mode maximum de calcul. Donc forcément, on va avoir un sujet là-dessus. Et alors, si on regarde ce secteur robotique, bah, on voit qu'il y a 4 sociétés super intéressantes à travailler. Alors, j'aurais pu rajouter une 5e, dont je vais vous parler juste après, mais globalement, on a 4 sociétés. Donc, on a Tesla en premier, bien sûr, véhicule autonome, robot humanoïde. On a d'autres sociétés qui font du robot autonome, hein, il y en a des dizaines. Je pense à du Google, je pense à du Uber, par exemple, également. On a Qualcomm, encore Qualcomm, hein, qui fait de la puce et des produits spécialisés pour l'IA et la robotique. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'ils sont peu sur le marché à faire ça.
On a ABB, donc lui qui est plutôt orienté automatisation industrielle, c'est pas tout à fait le même secteur que la robotique générale, mais il y a des opportunités assez incroyables là-dessus. Et on a Intuitive Surgical, donc là c'est de la chirurgie à distance, donc c'est des robots médicaux. Alors on pourrait mettre d'autres sociétés, hein, on aurait pu parler de Karma, qui est une société française qui est malheureusement, je ne sais plus si elle est en redressement ou en liquidation judiciaire. On a pas mal d'autres boîtes, hein, qui font des choses. Je pense à Google, hein, qui a des éléments dans ces secteurs également. Donc il y a des belles choses. Les tendances clés, on va partir quand même. Alors, le premier secteur qui va être rentable, on va être clair, hein, ça va sûrement être la voiture autonome et le milieu industriel. C'est les deux secteurs qui ont une opportunité d'investissement forte. Donc forcément, ça va être les premiers. On va sûrement avoir une partie côté service, ça a déjà commencé depuis longtemps. Amazon a des entrepôts complètement automatisés. Je pense à d'autres sociétés françaises, cette fois, je pense à VP, anciennement vente privée, typiquement, qui a des entrepôts à Lyon qui sont automatisés. Ils ont fait énormément de communication sur ces sujets-là, tu vois, par exemple. On va avoir également, bien sûr, tout ce qui va être automatisation avancée des chaînes de production, hein. Je pense à des gros industriels, Peugeot, Renault et autres, qui vont vouloir avancer dans d'autres secteurs pour faire des choses un petit peu plus sympas. D'ailleurs, il ne faut plus dire Peugeot, il faut dire Stellantis maintenant, je pense. On va avoir aussi du robot collaboratif. Donc là, plutôt de l'aide. Par exemple, on peut avoir des robots de porte de charge lourde. On peut avoir plein de choses comme ça. J'y crois pas trop pour l'instant, je vous avoue. Tout ce qui va être collaboratif autonome. Pour une raison, c'est que c'est un secteur qui n'a pas d'argent. Et donc quand le secteur a pas d'argent, l'intérêt est assez limité. Par contre, je pense que dans le futur, on va avoir des sujets. Mais pour l'instant, à l'étape de robotique, non. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, ces secteurs seront fortement impactés. Je pense au milieu militaire, hein. Au milieu militaire, on va vouloir commander des robots à distance, faire des choses intéressantes, sans envoyer des troupes sur place. Ça, c'est clair. Même si dans un premier temps, vu que les robots vont coûter une blinde, ils vont pas avoir l'opportunité de le faire, ils vont juste vouloir jouer avec. Mais il y a un vrai sujet. Et puis il y aura sûrement un sujet robot humanoïde à la maison, hein, qui fera femme de ménage, qui ira faire les courses, qui ira faire des choses. Ça, c'est clairement une forme de service qui va arriver. Alors, est-ce que ça sera l'extension de service de ce qui existe déjà? Est-ce que ça sera la location? Est-ce que ça... On verra. Malheureusement, je pense que le robot humanoïde partira sûrement dans un modèle location. Mais à voir ce qui se fera. Donc on va avoir une grosse convergence IA robotique, des belles opportunités. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour l'instant? Sûrement, mais à voir dans le futur. Ensuite, si on regarde les tendances IA pour 2025, donc là, bon, il n'y a pas trop de surprises. On est principalement sur l'IA générative multimode en ce moment. Donc ce qui va générer du texte, de l'image, de l'audio, des vidéos. Vous avez sûrement vu les derniers modèles vidéo, ils sont assez incroyables. On va avoir de l'agent IA autonome également, donc avec des systèmes capables d'interagir indépendamment. Ça commence. On en est encore un petit peu loin, mais ça commence. Mais principalement sur des tâches très définies, complexes. Donc on a beaucoup de choses autour du développement qui commencent à sortir, parce que c'est un peu la base de tout. Dès qu'une IA est capable de développer proprement, on va être capable de créer des choses après. Donc c'est la première étape. C'est un peu la même histoire que le jeu d'échecs et le Go. Si vous vous rappelez les premières IA qui ont réussi à battre les plus grands en échecs il y a quelques années, eh bien on a eu la même chose quelques années après où ils sont passés au Go, qui était un jeu beaucoup plus complexe au niveau jeu, et donc qui a permis d'avancer. On est exactement dans le même modèle sur l'IA autonome. Ils y vont step by step et ça va avancer. Et c'est tous les 3 mois on a une évolution assez incroyable, donc là je pense que d'ici 1 an, il sera passé vraiment beaucoup de choses. On a de l'hardware IA spécialisé, j'en ai déjà parlé, avec du GPU. Alors attention, la différence de l'hardware IA spécialisé, c'est qu'on a l'énergie qui rentre en compte maintenant. Donc les nouveaux modèles hardware qui sortent sont en moyenne entre 2 à 4 fois plus puissants à chaque modèle, à chaque série, donc d'une année sur l'autre. Actuellement, c'est d'une année sur l'autre. Mais la consommation d'énergie va jusqu'à 10 fois moins. Donc on a quand même quelque chose qui est en train de se passer là-dessus qui est assez intéressante. Ensuite, on va avoir, et oui, on est dans le pays de la régulation et dans le continent de la régulation, hein, l'Union Européenne, on va avoir une guerre, à mon avis, politique sur la régulation des IA, forcément. Donc l'EU, elle veut réguler tout avant que ça commence, comme d'habitude, hein. Vous pourrez même plus choisir la couleur de vos chaussettes dans peu de temps. Mais par contre, on va avoir des pays qui veulent faire l'inverse, qui veulent déréguler. Je
Je pense qu'il va y avoir une guerre politique entre ces différents pays, et il va se passer pas mal de choses autour de ça, donc à voir. Ça a déjà commencé, hein, il y a un acte qui commence à partir du 1er août en Europe, qui va contraindre toutes les sociétés à détailler l'ensemble des documents et éléments qu'ils ont utilisés pour créer leur modèle. Donc là, avec les sources de données, donc il va se passer des gros trucs et des guerres, je pense, économiques là-dessus. Ensuite, on a la partie IoT, IA industrielle, comme je vous ai parlé, forcément, il y a un sujet autour de ça. Voilà à peu près la répartition du marché à l'heure actuelle. Les deux plus gros, enfin les trois plus gros éléments, bien sûr, c'est génératif, Cloud IA et Hardware IA qui représentent les trois quarts du gâteau, avec la partie autre secteur IA industriel qui représente le reste. Maintenant, s'il fallait monter une stratégie d'investissement, alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est un exemple de stratégie d'investissement. Comment on pourrait optimiser un portefeuille spécialisé IA? Alors déjà, je vous conseille pas d'avoir un portefeuille IA, déjà. Ou alors, ça veut dire que vous avez 10 ou 20 portefeuilles et que vous voulez qu'un de vos portefeuilles soit spécialisé IA, et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais moi, je vous conseille pas d'avoir plus de 5% à l'heure actuelle, ou 5 à 10% grand maximum de votre portefeuille orienté IA. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir plus de 10% Nvidia ou Microsoft ou Google. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous visez des solutions spécialisées IA, n'allez pas à plus de 5 ou 10% de votre portefeuille actuellement. Ça serait une bêtise. En cas de bulle, vous pourriez perdre beaucoup de valeur et mettre énormément de temps à récupérer. Parce qu'en général, quand une bulle éclate, ça prend vite fait 10 ans après pour récupérer. Donc si vous avez plus de 50 ans et que vous êtes dans un investissement, vous dites l'IA c'est porteur, tout ce qui va bien, le moment où vous aurez peut-être besoin de retirer votre argent, ça sera peut-être un moment bas, et vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent. Donc attention à ce secteur-là. Si maintenant vous deviez le faire. Alors moi je pars plutôt sur un pourcentage assez simple, hein, plutôt 60% orienté leader actuels, qui sont établis, qui jouent dans l'IA sans être forcément les meilleurs dans ce sujet-là, et puis une quarantaine de pourcents qui seraient plutôt orientés innovateurs émergents. Typiquement, on aurait du Mistral en bourse actuellement. Je pense que j'aurais des valeurs en Mistral. Voilà un petit exemple. Mais pas plus de 40% de mon portefeuille. Sur l'investissement progressif, toujours pareil. En fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. Alors, la première, c'est vrai que l'investissement en un seul coup, au bon moment, si vous revenez 10 ans après, vous allez faire plus de performance que la personne qui fait en mensuel. Mais, il y a toujours un mais à ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que vous avez 90% de chances de perdre plus de 50% de ce que vous avez mis. Donc si vous avez mis 100 000 euros, au bout de 10 ans, vous avez 90% de chances, de manière générale, je ne parle pas d'action particulière, d'avoir que 50 000 euros sur vos 100 000 euros. Donc au final, le gain, il n'est pas fou. Par contre, vous avez 90% de chance, si vous avez fait un échelonnement donc sous forme de DCA, donc c'est-à-dire un investissement mensuel d'une valeur fixe de vos 100 000 euros, eh bien de faire une valeur supérieure à 50% au bout de 10 ans. Donc là, on n'est plus du tout dans le même facteur, là vous êtes sur 90% de chance de gagner, alors que dans l'autre cas, vous avez 90% de chance de perdre. Donc là, moi je trouve qu'au niveau risque, on n'est pas au niveau loto, mais on n'est pas loin, donc je ne conseille pas ce genre de choses, surtout si vous êtes sur de la mono-valeur. Le mieux, c'est d'avoir une approche plutôt par couche. Donc on va avoir un pourcentage orienté infrastructure. Moi, c'est la partie que je préfère. Infrastructure, c'est forcément ce que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir se passer. Donc en fait, la réalité, c'est que oui, Nvidia est très cher actuellement. Oui, par rapport à son chiffre d'affaires, il est très cher. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans un portefeuille, ils font partie des quelques qui sont capables de produire la partie infrastructure, même si c'est pas eux directement qui la produisent, c'est plutôt des choses comme TMC, mais il faut investir dans cette partie-là, qui est la partie qui, dans tous les cas, fera de l'argent. Sûrement plus que les autres. Ensuite, il y a la partie applicative, forcément, et puis la dernière, la partie service, et oui, le service, c'est le service que vous allez avoir à la fin, mais pas seulement vous, potentiellement plutôt du service orienté pro. En fait, il faut savoir, c'est qu'il faut mieux investir dans des boîtes qui sont très orientées pro que dans des boîtes qui sont orientées particuliers. Pourquoi? Parce que le particulier n'a pas les mêmes moyens qu'une boîte pro, en fait. Et une boîte pro, quand elle a fait un projet de transformation, qu'elle a inclus une solution, ça lui a coûté de l'argent.
Et donc après, elle va préférer continuer à payer un montant qui augmente tous les ans parce que c'est trop compliqué de faire la transformation et autres, que d'arrêter les choses. Alors que vous, en tant que particulier, s'il y a un abonnement qui passe de 15 euros à 100 euros, vous allez dire, moi je peux pas continuer. Donc voilà les sujets autour de ça. Et en plus, le particulier a tendance à s'engager peu en termes de délai. En France, on a tout un tas de choses qui font que ça coupe. Et donc, d'avoir un abonnement qui dure 1 an en France, c'est quasiment impossible maintenant, avec les réglementations. Alors qu'une entreprise, vous pouvez très bien avoir un contrat sur 5 ans. Donc là, la perspective d'argent, elle n'est pas du tout la même. Et ensuite, ça va dépendre si vous faites un investissement long terme ou court terme. Si vous êtes sur l'investissement long terme avec de l'ETF, on n'a pas besoin de faire de rééquilibrage réellement. Par contre, si vous voulez un portefeuille un peu dynamique, on va faire ce qu'on appelle un rééquilibrage. Alors ça consiste en quoi un rééquilibrage? Eh bien, ça consiste que, à l'initial, vous avez créé votre portefeuille, vous avez défini que vous aviez 10% de Nvidia, 10% de Microsoft, 10% de Google, etc., etc. Et puis voilà, Nvidia, en valeur, il a fait x3. Donc maintenant, il représente 30% de votre portefeuille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rééquilibrer. Donc Google a perdu 5%, Nvidia a augmenté de x3. Eh bien, vous allez diviser par 3 le nombre de valeurs que vous avez dans Nvidia, et ces valeurs, vous allez les rééquilibrer sur toutes les autres valeurs. En gros, on va avoir le pourcentage de chaque élément qui va rester le même tout le temps. Et donc, tous les trimestres, on va faire ce rééquilibrage. Alors, le problème du rééquilibrage, surtout en France, il va être sur le gain. Oui, quand vous faites un rééquilibrage et que vous vendez une action qui a fait 300%, vous allez être imposé sur le gain. Donc ça, c'est assez ennuyeux. Et sur la performance globale, vous allez avoir un impact significatif. Donc je suis pas un adepte du rééquilibrage dans un pays où on taxe tout et n'importe quoi, comme la France, parce que vous allez payer énormément de charges, et donc le gain gagné, vous allez le payer en charges. Mais c'est une méthode qui marche, notamment sur un PEA, mais lorsque vous sortirez du PEA, vous allez avoir plus d'imposition quand même. Donc attention, même si c'est sur un compte PEA, vous allez avoir un impact significatif potentiel. Donc le rééquilibrage, normalement c'est la bonne méthode. Maintenant, quand même attention à bien calculer les coûts impôts associés. Conclusion de cette petite vidéo, l'IA, oui, c'est un investissement d'avenir. C'est clair, on a une projection du marché. Depuis 2023, ça a quasiment doublé le marché en valorisation sur le marché IA. C'est clair qu'il va encore doubler d'ici 2 à 3 ans, peut-être moins, peut-être plus, mais dans ce truc-là. Donc il y a des opportunités assez intéressantes. Il y a un impact que les gens n'ont pas compté, c'est que ça va transformer quasiment tous les secteurs. On va avoir un sujet au niveau du travail pour les gens qui ne seront pas adaptés à l'IA. Je vous conseille dès maintenant, à titre personnel, de vous former très rapidement sur l'IA et de l'utiliser tous les jours. Nous, c'est notre cas pour énormément de choses, notamment pour les graphiques, pour pas mal de trucs au niveau image et autres, où ça fait des choses bien mieux que nous, ce qu'on pourrait faire assez rapidement. La diversification stratégique, ça c'est important. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça c'est vrai, c'est toujours le même sujet. Intégrer là-dedans des leaders. C'est vrai que Microsoft et Nvidia, c'est des super valeurs. Moi, j'avoue que Microsoft, en ce moment, à cause de tout un tas de choses à côté, je ne mettrai pas du Microsoft, mais il y avait une très belle opportunité il y a quelques mois pour se positionner et faire un beau 20-30%. Si vous l'avez pris, tant mieux pour vous. Moi, en ce moment, je suis sorti de Microsoft. J'ai investi sur Microsoft ces 2 dernières années, sur 2023 et 2024, avec des performances sur les bons moments à plus de 40%, donc il y avait des très belles opportunités Microsoft. Et c'est une très belle boîte, et c'est une boîte qui fait beaucoup de professionnels, donc qui fait beaucoup de cash, donc ça reste une très belle boîte, mais le gros sujet Microsoft, pour moi, c'est la régulation. Ils sont un peu trop en monopole sur le marché, ils risquent un antitrust assez rapidement. Donc attention, je pense, alors je sais pas si ce sera 2025, mais il commence à y avoir beaucoup de demandes là-dessus. Donc je serais pas surpris que 2026-2027, on ait un antitrust Microsoft. Donc attention à voir là-dessus sur l'investissement. Ensuite, visez surtout un investissement plutôt long terme. Ne prenez pas des technologies à la mode en ce moment ou quoi que ce soit.
analysez bien, prenez le temps d'analyser les valeurs. Il y a énormément d'outils en ligne. Il y a des petites sociétés qui vous proposent aussi des fiches d'analyse par société avec tout un tas de facteurs qui sont assez intéressantes. Donc profitez de tous ces éléments-là, c'est important. Je pense qu'il y a quelques valeurs industrie qui peuvent valoir le coup dans les années à venir. Alors, il y a ABB qui est pas mal, Intuitive Surgical que je vous ai déjà parlé qui pourrait être un très beau truc, Afenol aussi, Arista Network, Broadcom. J'en ai oublié un que j'aime beaucoup aussi qui est Palantir, qui est une superbe valeur. Donc, pour l'investissement long terme, on peut avoir des très très beaux éléments et des très belles réussites sur ces valeurs. À bien regarder et analyser. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyse financière hebdomadaire. On n'oublie pas le petit pouce de s'abonner, ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.